savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la grosse nouvelle du jour, puis c'est attendu le jugement de la Cour d'appel sur la loi sur la laïcité de l'État, mieux connue sous le nom de loi 21, qui a donné aujourd'hui raison dans un jugement fleuve, une décision de 300 pages, donne raison sur toute la ligne au Québec, finalement, là-dessus. Donc, non seulement la loi 21, dans sa forme dans laquelle on la connaissait en ce moment, est maintenue, mais elle va être réétendue, je le dis comme ça, parce que dans sa première forme, dans sa première mouture, la loi 21 était appliquée également aux commissions scolaires anglophones qui ont été exclues par la suite, tout comme l'Assemblée nationale. En fait, c'est ça qui est bizarre. Il avait été exclu par le jugement de première instance, mais dans les faits, après, il avait dit, elle s'est toujours appliquée à eux. Le jugement de première instance avait dit, elle ne devrait pas s'appliquer. Mais en attendant la décision de la Cour d'appel, il y a eu comme une espèce de clause de continuité. Oui. Donc, elle a continué à s'appliquer. Puis là, la Cour d'appel vient dire, finalement, le juge de première instance, selon eux, s'était trompé. Toutes les commissions scolaires, toutes les écoles, tout le monde devrait être sous le même régime de laïcité. Donc, pas de signes religieux, pas plus dans les écoles anglophones que dans les autres. Donc, la commission scolaire et le English Montreal sont les grands perdants de la journée d'aujourd'hui. Oui, parce que sinon, c'est, j'allais dire, business as usual. On continue comme... la loi est maintenue. La loi est maintenue, puis ça va aller de toute manière à l'endroit où on savait que ça allait se diriger. La Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays. Mais la Cour suprême, c'est une grosse décision aujourd'hui, parce que la Cour suprême ne se prononce pas sur une page blanche. Non. Elle se prononce sur le jugement de la Cour d'appel. Il y a quand même un jugement de la Cour d'appel qu'ils ont pris 1 an pour mûrir, rédiger, qui semble fort bien appuyé, assez ferme, assez clair. Est-ce que ça oriente? Est-ce que la Cour suprême pourrait aller? Probablement qu'il aurait le droit d'aller à 180 degrés contraire. Mais quand même, moi, je serais porté à dire que ça oriente quand même le fond de l'affaire. Donc, c'est quand même, même si c'est pas un jugement final, c'est pas la Cour suprême, c'est une grosse victoire pour le gouvernement du Québec aujourd'hui, pour l'Assemblée nationale. Pour les provinces en général, parce qu'on l'oublie, mais la clause dérogatoire a été utilisée par l'Ontario, je pense l'année passée ou l'année d'avant, par la Saskatchewan il y a quelques mois, dans toutes sortes d'affaires qui n'ont rien à voir avec la laïcité, dans toutes sortes d'autres dossiers. Parce qu'il y a plusieurs matières où une province, lorsqu'elle établit une loi, peut se dire « Ouais, ça, là, ça pourrait être contesté en vertu de la Charte des droits et libertés. » Donc, pour éviter une contestation, on utilise la clause dérogatoire pour protéger d'une contestation. Donc, c'est aussi une victoire pour le pouvoir des provinces. Maintenant, le fédéral n'a pas été long. Le gouvernement fédéral a déjà annoncé qu'il allait participer. Dès qu'il y a une contestation, eux, ils disent, nous, on va appuyer. Puis entre toi et moi, c'est sûr qu'il va y avoir une contestation parce que tu te fais dire par le gouvernement fédéral, si toi, tu vas en appel, là, nous, on s'en vient, avec on est tous les meilleurs tous les avocats du gouvernement fédéral, des dizaines d'avocats, là, ils vont débarquer. Fait que tu dis, OK, à la limite, si tu veux aller, si t'es un groupe qui veut aller en appel, t'as pas trop à t'inquiéter du manque d'arguments juridiques. Au pire, si t'as pas assez d'argent pour payer assez d'avocats, le gouvernement fédéral va suppléer. Oui, puis déjà, c'est le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, qui est venu le réitérer encore une fois, là, quelques moments à peine après que la décision soit tombée, qui est venu dire que le Canada allait toujours intervenir sur les questions d'importance nationale. Puis selon eux, la loi 21 en fait partie. Puis, je trouve ça quand même gros, la rapidité avec laquelle le gouvernement fédéral... Il a même pas lu le jugement, parce qu'il aurait pu dire... C'est la Cour d'appel, je crois que c'est la Cour d'appel du Québec, mais c'est quand même des juges nommés par le fédéral. D'ailleurs, ça a été dénoncé. Là. Mais la Cour d'appel du Québec, 3 juges, c'est pas un juge, c'est 3 juges nommés par le fédéral qui viennent leur livrer un jugement de 300 pages. Il me semble que le gouvernement fédéral, il aurait été décent de dire, attends un peu, là, on va lire ça. On va lire si ça nous apparaît fondé en droit. Non, eux ont déjà décidé que la loi 21 est pas bonne, c'est épouvantable, la clause dérogatoire, nos droits et libertés, puis ils disent, si n'importe qui la conteste, nous on débarque avec nos avocats. Proche d'être indécent aujourd'hui, l'attitude du gouvernement Trudeau. Puis là, il va rester de voir aussi les autres réactions politiques. Là. Évidemment, le Bloc, on l'avait ici à l'épisode il y a quelques instants, ils sont venus nous dire qu'ils sont bien heureux de la décision. On a le gouvernement fédéral de Justin Trudeau, là, on parle vraiment du Parti libéral. Ils sont déjà prêts à contester. Le gros joueur qui reste à entendre, c'est évidemment le Parti conservateur. Puis là, c'est qu'on a déjà dit du côté de M. Poilievre, là, quand il faisait une campagne à la chefferie,
il avait dit la même chose que M. Trudeau, essentiellement. Là, qu'on irait intervenir, qu'il voudrait mettre des ressources fédérales là-dessus. Là, maintenant, qui est en pré-campagne électorale, qui essaie de gagner des sièges au Québec. Qui a gagné des gros points de pourcentage au Québec, là, est-ce qu'il va vouloir risquer ça? C'est une bonne question. Comment il va se comporter? Qu'est-ce qu'il va dire? Aux dernières minutes, là, quand j'avais regardé, il n'avait toujours pas fait une réaction officielle aujourd'hui sur ce sujet-là. Oui, donc ça reste à voir. Mais bon, gros jugement qui est tombé aujourd'hui, les réactions qui vont pas tarder. Tu sais que d'un point de vue strictement politique, pour François Legault, là, pour la CAQ, on aurait pu dire, tu sais, si on pensait en politique, là, court terme, là, juste là, l'immédiat, là, juste, mettons, le mois de mars, là, on pourrait dire, François Legault aurait eu intérêt, dans le fond, au jugement inverse, là, à se faire perdre sur toute la ligne et là, déchirer sa chemise. Puis là, on se comprend que tu aurais eu une crise politique. L'Assemblée nationale n'a plus les pouvoirs. Tu aurais eu une crise politique majeure qui aurait pu servir François Legault à gagner quelques points d'un sondage, puis faire oublier là, les cocktails à 100$, tous les problèmes, tout ce qui ne marche pas dans les dernières semaines. Oui. Mais sur le plus long terme, même si là, on va parler de ça. Tu sais, les bonnes nouvelles ne durent pas longtemps. On va parler de ça 2 jours, puis on va passer à d'autres choses. Sauf que, pour François Legault, ça vient un peu conforter quand même son espèce de politique autonomiste, de dire on peut défendre notre nationalisme à l'intérieur du Canada. C'était un exemple, la loi 21, où on avait étiré la clause non-obstant, on avait dit, garde, à l'intérieur de ce que le Canada permet, on défend notre identité, on défend notre culture, on défend nos valeurs, la laïcité. Et là, il se retrouve conforté là, dans sa position. Tout savoir en 24 minutes. Tout ça tombe sur une autre grosse nouvelle également, ce matin plutôt, qui fait écho aussi à des politiques québécoises, Mario. On a réinstauré du côté du gouvernement canadien le visa pour les Mexicains. Quand je dis réinstauré, c'est parce qu'il y en avait un qui a été levé en décembre 2016, mais qui datait quand même là, des années du gouvernement conservateur, qui avait été retiré par les libéraux et puis qui va être finalement remis. Parce qu'à l'époque, quand M. Trudeau est arrivé au pouvoir, c'était très important, le nouveau Canada ouvert, généreux, bon joueur dans le monde entier, prêt à accueillir tout le monde. Il fallait donc défaire tout ce qu'avait fait Stephen Harper, là, qui avait donné une image sombre du Canada. Tout ça était un peu une histoire. 2, a posteriori, je pense qu'on s'est rendu compte du côté du gouvernement de M. Trudeau qu'on aurait peut-être mieux dû à l'époque, avant, à la place de faire juste de la politique avec ça puis de défaire ce que le prédécesseur avait fait, on aurait peut-être dû faire une étude d'impact, mesurer les impacts. OK, on pose tel geste, il va arriver quoi? Parce que là, aujourd'hui, on est obligé de faire le camion qui fait bip-bip, faire marche arrière complètement et revenir exactement en arrière. Et ça, c'est un peu gênant. Revenir en arrière après des dizaines de milliers de faux demandeurs d'asile qu'on a laissés entrer. Oui, parce que c'est 17% des demandeurs d'asile en 2023 proviennent du Mexique. Là. C'est ce qui a été étudié. Et là, en voulant justement juguler là, cet apport-là, cet afflux de demandeurs d'asile au Canada, mais particulièrement, on se comprend, au Québec, dans l'aéroport Montréal-Trudeau et ailleurs, c'est une politique qui était demandée là, dans la lettre qui a été envoyée par François Legault, d'ailleurs, encore une fois, récemment, jusqu'à Justin Trudeau, lettre pour laquelle il n'y a pas eu de réponse officielle, Mario, ouais, mais on dirait que c'est comme une partie de réponse. Ça répond à un bout. Le gouvernement du Québec, j'ai entendu François Legault aujourd'hui prendre le crédit pour ça. Dire, regarde, c'est un exemple d'action qu'on a demandé au gouvernement fédéral, puis là, ils l'ont fait. Je prendrais un crédit mitigé. Limité, là. C'est-à-dire, oui, parce que oui, le gouvernement du Québec a demandé ça, oui, il l'obtient. Mais d'après moi, une des choses qui a aidé, c'est que les Américains voulaient la même chose. Et là, je m'explique. Vous allez dire pourquoi les Mexicains arrivent au Canada, pourquoi ça concerne les Américains. Il y a une bonne partie des Mexicains qui arrivent comme faux demandeurs d'asile qui s'installent ici. Mais il y a aussi des gens qui n'utilisent que les aéroports canadiens. Montréal, beaucoup. Toronto aussi, dans une autre mesure, pour rentrer aux États-Unis. C'est-à-dire que tu es au Mexique. Que tu sois un ressortissant du Mexique ou d'un autre pays d'Amérique latine là, qui est remonté vers le Mexique. T'arrives à la frontière. T'arrives à la frontière, là, ça marche plus la frontière. Là. Les Américains surveillent. Oui, il y en a encore, on dit beaucoup qui passent, mais les Américains surveillent cette frontière-là, c'est complètement fou. Ouais, puis là, des barbelés, des gardes armés. Des gardes armés, il y a un fleuve à traverser. Des drones. Non, c'est ça. Mais donc, ici, tu prends un avion, ils disent le prix moyen des billets, c'est un 400$ pour un aller simple. Tu prends un avion, t'en viens à Montréal. Et là, je sais pas si vous avez vu la une du journal ce matin, là, cet agriculteur qui a creusé carrément une tranchée, un fossé pour que les passeurs arrêtent de passer sur son terrain, mais il dit ça passe. Donc,
Et ça passe dans le sens inverse. Oui, il y en a qui passent des États-Unis, qui rentrent vers le Canada, comme on a vu au chemin Roxham pendant une période. Mais il en passe. Même la mairesse de Saint-Armand, ce matin, me disait, non, là, présentement, ça passe dans les deux directions, mais ça passe plus dans l'autre direction. Donc, ils partent du Canada et qui vont aux États-Unis. Oui, mais c'est pas des Canadiens. On comprend que c'est pas des gens là, qui ont passé leur vie, qui ont grandi à Sherbrooke, qui traversent la frontière. Là. Ouais, on veut aller aux États-Unis Ouais. à tout prix. C'est ça. C'est des gens qui arrivent, qui sont arrivés quelques jours avant dans les aéroports canadiens parce qu'ils se sont fait dire « Garde, rentre au Canada, il y a des passeurs. » Ça a l'air qu'il y a même des gens qui s'offrent sur les réseaux sociaux, sur des pages Facebook. Ils s'offrent aux Mexicains pour les faire passer de l'aéroport Trudeau vers les États-Unis. Puis là, rappelle-moi, Mario, sur la frontière ici, là, est-ce qu'il y a ça, des drones, des barbelés, des gardes armés, des murs, un fleuve? Écoute, peu. La mairesse de Saint-Armand, je reparle d'elle là, ce matin, me disait son découragement. Elle a fait des appels à l'aide, des résolutions municipales. Elle dit, parce que là, nous autres, on est d'une petite ville, un petit village, un village, en fait. Puis là, on gère une frontière entre pays. Non, mais tu comprends? Deux pays du G7. Oui, on gère une frontière entre deux pays du G7, puis c'est à nous là, qu'on dit, ben là, la clôture est brisée, ben là, réparez votre clôture. Ouais, mais il y a du monde qui rebrise, il y a du monde qui recoupe à tous les soirs pour passer. Fait que, tu sais, elle dit, ça n'a pas d'allure. Là. On dit à des agriculteurs, on dit à un village de gérer une frontière, puis on dit aux agriculteurs de réparer leur clôture, à la ville de réparer sa barrière. Fait qu'elle dit, ça n'a pas de bon sens. Et ce soir, il devait y avoir à Saint-Armand, au dire de la mairesse, une rencontre de la GRC. Les gens de la GRC avaient accepté de venir rencontrer la population à la fois pour donner des trucs et des conseils. Mais là, tu me dis Devait annuler. À la dernière minute, ce matin, la GRC a annulé la rencontre prévue ce soir avec les gens de Saint-Armand. Donc, déception là, dans la municipalité, évidemment. Tout savoir en 24 minutes. L'autre dossier, Mario, le dossier principal. S'il n'y avait pas eu là, la contestation de la loi 21, on s'entend que ça aurait continué de faire les manchettes toute la journée. Le dossier des dindons de Louisville, Mario. La menace noire, plumée. Faut dorénavant dire feu, le dindon sauvage agressif. Ouais, feu, le dindon sauvage. Nous n'avons pas son année de naissance, mais nous avons sa date de mort, qui est aujourd'hui, 29 février 2024. Parce que oui, il a été abattu, le dindon qu'on voyait dans la vidéo qui est devenue virale, là, où un homme se fait pourchasser littéralement autour d'un véhicule. Je veux vraiment pas reprendre ce monsieur-là, mais tu sais que la plupart des animaux poursuivent tout ce qui... Tu sais, je veux dire, tout ce qui fuit. Tu sais, si tu arrives devant un animal, tu pars à courir... Il va te courir après. Il va te courir après. Dans le sens qu'un animal court derrière ce qui fuit. Fait que le dindon, tu peux dire il agresse le monde, mais pour dire ça, faudrait voir le monsieur et faire face au dindon. Puis là, peut-être que le dindon reculerait ou ferait rien, ou je sais pas, là, tu sais. Mais si tu cours, il y a une probabilité. Et là, comme foule d'animaux, il y a une probabilité. Regarde avec un chien, le part à courir, le chien va te courir après, là, tu sais. Oui. Un grand nombre d'animaux ont ce réflexe, ça devient comme un jeu ou une poursuite. Es-tu en train de remettre en doute le côté torve, pervers, sournois, maléfique des dindons, Mario? Pas complètement. Je reconnais le caractère frustrant pour le maire. Je reconnais le caractère frustrant pour le maire d'appeler des autorités, d'appeler la SQ, d'appeler la faune, puis que pas de son, pas de lumière, ça répond pas, rappelez-moi, ça rappelle pas. T'es maire d'une municipalité, toute ta population te met de la pression, les parents disent nos enfants veulent plus sortir, les personnes ont peur, l'autre personne handicapée là, qui a failli se faire attaquer parce qu'il a un fauteuil roulant, là, il était à hauteur du dindon. Et je reconnais la frustration pour le maire, et donc là, le maire a lancé un appel au bat de baseball, finalement quelqu'un a répondu, mais avec Une fronde? un tire-roche. Ben oui, un bon vieux lance-pierre, Mario, hein, une technologie de l'Antiquité Le qui mal- pourtant est encore tout efficace aujourd'hui, semble-t-il. Mais oui, on a utilisé une fronde, ça a l'air du côté d'un citoyen pour abattre le dindon qui... C'est illégal d'abattre un dindon au Canada, toujours, mais du côté En fait, de... c'est 2 fois illégal, selon des experts. Donc, c'était illégal parce qu'on n'est pas dans la saison de la chasse au dindon. Et ce serait illégal aussi parce qu'on n'a pas le droit de chasser. Je savais pas ça, on n'a pas le droit de chasser avec une fronde. C'est vrai? Non, ça a l'air que c'était interdit. Il y a un monsieur de chasse et pêche ce matin qui me disait il n'y a aucune forme. Il y a l'arbalète, il y a toutes sortes de circonstances et de dates où tu peux chasser avec un tel outil ou un autre, puis de telle date à telle date, mettons l'arbalète, le fusil. Là, jamais. Ça a l'air que c'est Bon. interdit de chasser au slingshot. On peut plus chasser avec rien. Bon, je dis ça en blague, bien évidemment, mais là, c'est... Mais là, c'est lui, pour il y a du visou.
Mais non seulement du visu, Avec je une sais pas. fronde, là, pogner la tête. C'est pas gros, la tête du dindon, là. Non, c'est la plus petite partie de son corps, semble-t-il. Ben oui. Non, on peut souligner le visu de tout ça. Puis Mais là, est-ce qu'il va y avoir des accusations? Est-ce qu'on va ouvrir un dossier? Ça reste à voir, là, parce qu'on se comprend, les dindons, Mario, sont pas tombés sur le bon maire. Là. Yvon Deshaies, qui est très coloré, était bien évidemment encore une fois là, ce matin ici à Cube avec notre collègue Richard Martineau pour réitérer que lui, il a pas peur de faire de la prison, puis il a même brandi des parties de l'animal, Mario. Parce qu'il voulait, ouais, mais on l'a vu à LCN aussi, il voulait prouver que les pattes, là, c'est vraiment les pointes, là, c'est vraiment les griffes très acérées. Allons voir ça. Ça, c'est les deux pattes, là. Puis, regarde, mais ceci, on ne voit pas bien, m'en excuse, là. Je l'enlèverai pas parce qu'il est plein de sang. Alors, c'est quand même pas un vieux, en passant, un petit peu plus jeune, mais regardez les griffes qu'il y a après ça, c'est comme des lames. Là, il y en a d'autres qui poussaient, là. Quand on me dit à moi, là... Une chance que... Yvon Deshaies, c'est pas le maire de Saint-Armand. Hein? Une chance qu'on les inverse pas quand même, parce que l'appel au batte de baseball ou de Longueuil, hein, ça ferait peur un peu plus. Mais il a réglé le problème dans sa municipalité. Est-ce que ailleurs au Québec, ça fait sursauter probablement? Qu'est-ce que les autorités vont faire? Le maire disait ce matin que la SQ était, quand il a été abattu, la SQ était pas loin. Il a même supervisé l'opération. L'opération à la fronde? Ben là, qu'est-ce que va faire la faune avec ça? Tout ça reste... Parce que probablement que la Sûreté du Québec, eux, ça a l'air qu'ils n'ont pas le droit de toucher à ça. Ça a l'air que la Sûreté, ils n'ont pas le droit d'arriver à un animal sauvage. Ils peuvent pas... Faudrait vraiment là, qu'une vie soit en danger. Genre un ours ou un animal, puis pour sauver la vie humaine. Mais s'il n'y a pas ça en danger, ça a l'air que la police ne peut pas agir, mais que c'est la faune. Là, la faune, ils disent, eux autres, que c'est pas épeurant un dindon. Bon. Qui a raison dans ce dossier-là, Marion, en tout cas? Le maire Yvon Deshaies a des beaux trophées de chasse chez eux dans des beaux petits sacs en plastique. Tout savoir en 24 minutes. Autre dossier qui a suscité pas mal d'attention depuis un bon moment puis qui risque d'en susciter jusqu'au 8 avril prochain, la date de l'éclipse solaire totale qui va venir frapper le Québec et Montréal, bien évidemment, fait partie de la longue liste des endroits qui vont se retrouver presque soudainement à l'ombre. Là. Un événement qui est rarissime, qui arrive là, une fois dans une vie ou presque. Et là, on a appris officiellement aujourd'hui, dans les dernières heures, que tous les élèves des écoles publiques de Montréal vont avoir une journée pédagogique le 8 avril prochain. C'était une décision qui était en attente. On disait qu'on voulait se coordonner du côté de tous les centres de service. Il y a quelques semaines, quand les décisions avaient été prises, le canton de l'Est, des premières commissions scolaires, je me souviens avoir lu qu'à Montréal, on n'envisageait pas ça à ce moment-là, ou en tout cas, peut-être que j'ai mal interprété, là, que la décision était juste pas prise à ce moment-là. Moi, j'ai interprété qu'on ne le ferait pas. Mais là, Montréal emboîte le pas. Emboîte le pas complètement. Là. Marguerite Bourgeois, Pointe-de-l'Île, puis les élèves du CSS de Montréal, qui sont donc tous en journée pédagogique. On va transformer la journée, en fait, en journée pédagogique, selon le calendrier normal qui existe là, en période scolaire. Et les avis continuent de s'accumuler, d'experts. Exact. Il y a eu Chastenay, là, au cours des dernières heures, qui disait qu'on ne devrait pas faire ça. Au contraire. Là, il y a l'Association de l'enseignement des sciences et de la technologie aussi qui est intervenue encore une fois aujourd'hui pour dire les élèves devraient être à l'école pour ce genre d'événement-là. C'est un moment d'apprentissage. Vous êtes dans le bâtiment, dans l'institution qui sert à faire de l'apprentissage des sciences. Puis vous ratez une occasion qu'ils vont avoir une fois dans leur vie d'être avec eux, de les accompagner dans le phénomène, de leur enseigner qu'est-ce que c'est, de faire une journée spéciale. Là. Aujourd'hui, c'est la journée de l'éclipse. Puis... Aujourd'hui, avais-tu de l'école? Un 29 février. C'est vrai que ça arrive pas souvent, une journée, ça, le 29 février. Le 31 octobre, à l'Halloween, il ne devrait pas avoir d'école. C'est une journée de films d'horreur. Les vendredis 13, ça devrait être automatique, ce pédagogique. Non, tu veux pas que personne se blesse? Non. Puis d'un coup qu'une échelle, un chat noir dans l'école en plus. Non, pas d'école les vendredis 13, les jours d'Halloween. Mais il me semble le 29 février, ça aurait été prudent. Les élèves sont pas habitués d'avoir un 29 février. 3 années sur 4, il n'y a pas de 29 février avec le jeune qui n'est pas habitué, là. Mais imagine le jeune qui, dans ses premières années scolaires, il est en deuxième année, c'est-à-dire que les 2 années qu'il est allé à l'école, il n'y avait pas de 29 février. C'est comme une première, il vit ça de même. Il y a toutes sortes de questions comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez... En fait, j'essaie de m'exprimer, il n'y a pas assez de journées pédagogiques. Je trouve qu'il y a un paquet de journées où on devrait rajouter plus de congés, plus de journées pédagogiques. On prend le risque d'envoyer les enfants à l'école. Pendant les semaines de grève, on a dû en rater des journées pédagogiques là-dedans. Faut les reprendre. Ça fait, t'as tombé raison. Ben oui. On a perdu des journées pédagogiques, peut-être, Mario. Faudrait vérifier ça. Ouais. Si pendant les 5 semaines de grève, il y avait des journées pédagogiques insérées, c'est-à-dire qu'on a raté une journée pédagogique, il faudrait la reprendre aussi.
Non, je te dis, là, ça manque de journées pédagogiques. Je trouve nos jeunes, là, surtout cette année avec la grève, les jeunes sont trop souvent à l'école. Donc là, bravo là, pour l'Éclipse Montréal. Ça permet aux jeunes, enfin une journée où ils n'iront pas à l'école. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On a eu droit à une sortie aujourd'hui du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Kerr, qui était devenu quand même le plus discret dans les derniers mois, mais qui est ressorti là, à la suite du rapport qu'on a produit là, du Conseil de l'innovation du Québec le 5 février dernier sur l'encadrement de l'intelligence artificielle, parce que ça prend de plus en plus de place dans la société aujourd'hui. Il faut y faire face, puis le Québec est un pôle là, de l'intelligence artificielle dans le monde. Donc, on veut se placer en avant. On a toutes sortes de barèmes pour être capable, justement, de bien légiférer sur ces nouvelles technologies-là. Mais là, aujourd'hui, on voulait parler de réduction de taille de l'État, Mario, parce que c'est une promesse électorale que la CAQ a faite en 2018, hein? Réduire de 5000 postes la fonction publique du Québec. Mais là, à date, ils ont fait le contraire. Oui, ça va pas très Mais bien. c'est un accident. Oui. Oups, j'ai glissé, il y a plus d'employés. Ben non, mais ils disent ils disent que c'est un accident, il y a eu la pandémie, puis il est arrivé toutes sortes d'affaires, fait qu'on voulait réduire la taille de l'État, finalement, l'augmenter. Mais là, l'intelligence artificielle, Mario... Oui, ben moi, j'ai lu Éric Kerr, puis je disais, ben commencez demain, là. Si ça peut réduire la taille de l'État, on pourrait commencer... Peut-être à soir, on pourrait commencer. Oui, parce qu'ils veulent utiliser un chatbot de type le ChatGPT ou les autres robots conversationnels qui existent. Utiliser un chatbot, c'est un projet pilote qu'il y a en ce moment pour répondre aux gens sur tous les sites du Québec. Tu sais, quand t'es enragé noir, Mario, de pas pouvoir parler à quelqu'un, là, puis qu'on te dirige d'appuyer sur le 1, appuyer sur le 2, puis on t'envoie quelque part d'autre, puis là, il faut que tu écrives un courriel, faut que tu pourrais économiser des étapes. Là. Si un robot conversationnel comprenait, tu dis, moi, je veux telle affaire, il pourrait t'amener tout de suite à la bonne place. T'éviterais 9 étapes de faites le 2, faites le 3, faites le 1, faites le 4. Là. Voilà, c'est ce qui permettrait d'accélérer peut-être ces mesures-là, d'être capable d'économiser aussi des emplois. Là, on parle de réduction de postes. On pourrait finir par couper les emplois de la fonction publique qui seraient remplacés comme ça par de l'intelligence artificielle. Bref, il y a des projets pilotes qui sont sur la table. Sauf que pour ça, il faudrait syndiquer l'intelligence artificielle. Parce qu'au gouvernement, il faut être syndiqué. Là. Ah, c'est-tu vrai? Ben oui, il faudrait qu'elle s'engage à faire la grève de temps en temps aussi. Là. Ah, puis il va falloir qu'il y ait des négociations avec une intelligence artificielle. Ben mais oui. ça va être dur, Mario. Ça va être l'enfer. Hey, elle va tout connaître. Quand elle va en tête, là, elle va savoir que dans tel autre pays, il gagne tel salaire, ben, elle va vouloir ça. Ben... Elle va sortir des statistiques avancées. Ben ouais, on va être bien pogné. Bon, ben voilà. Ben, on syndiquera l'intelligence artificielle rendue là, mais ça a été une mesure qui a été mise de l'avant, puis va falloir voir. On peut avoir bon espoir en tout ça, là, sachant qu'on est des pros de l'intelligence artificielle au Québec, mais ce qui est certain, c'est que ça va vite. Là. Hier, on parlait avec le responsable des services éducatifs de la TELUC, de la Téléuniversité, puis il disait... Bon, c'est parce qu'on avait parlé au syndicat avant, qui disait ça va bien trop vite, puis là, on met en place, parce qu'ils mettent ça en place, là, les robots conversationnels, une intelligence artificielle qui répond à certaines questions là, dans des cours, puis présentement, c'était l'état de projet pilote. Mais le directeur des affaires éducatives nous disait non, mais on n'a pas le choix, là. Mais il faut s'adapter. Ça arrive. Ça arrive, c'est possible. La machine rend ça possible. Les jeunes en demandent, tu sais. Fait que c'est pas... Parce que j'entends bien des gens dire « Ouais, il faudrait faire des grands colloques pour s'interroger. » Je dis pas qu'il faut pas faire une réflexion de société, mais tu pourras pas tout mettre ça sur pause. Tu pourras pas tout mettre ça sur pause pendant 2 ans. Dire, là, on se fait un gros colloque, puis dans 2 ans... Non, là, c'est une roue qui tourne, là, ça avance. Oui, puis là, il va falloir s'assurer aussi que ce soit mieux géré que certains des derniers chantiers numériques qu'on a entrepris ici au gouvernement. Oui. Du côté de la SAQ, ça clique, ça avait été so-so, je vais le dire comme ça. Et là, en plus, on apprenait aujourd'hui que Revenu Québec va peut-être commencer à communiquer par texto aussi, Mario. C'est 2 nouvelles comme ça de cybersécurité numérique du gouvernement parce que Revenu Québec n'ont jamais envoyé de texto, là. Vraiment, c'est quelque chose qu'on n'envoyait pas parce que c'est la manne de tout ce qui est arnaqueur, profiteur, fraudeur. Une nuance et demie. Là. Je commence par la plus grosse. Ils n'enverront pas de texto, à moins que j'aille mal compris, là, mais ils n'enverront pas de texto à des gens qui ne l'ont pas demandé. Oui. En d'autres termes, sur votre prochain rapport d'impôt, il faudrait cocher là, dorénavant, voici mon cellulaire, dorénavant, communiquez avec moi par texto. Donc, si vous recevez un texto l'année prochaine du ministère du Revenu et que vous n'avez pas coché cette case, que vous n'avez pas demandé spécifiquement à être rejoint par texto, c'est une fraude. Bon, si on règle ça. Pour ceux qui l'auront demandé, je pense qu'il faudra quand même être prudent sur, OK, mais comment tu reconnais, hors de tout doute raisonnable, que là, c'est... Parce que moi, je pense qu'une fois que tu vas avoir annoncé ça, là, les fraudeurs, ça va être fou, là.
les fraudeurs vont savoir que là, il y a, je sais pas, mais il y a un 20% ou un 30% de la population qui a demandé à être rejoint par texto. Parce qu'on reçoit déjà des textos de fraudeurs tout le temps pour de des l'Agence services. du revenu ou du ministère du revenu. Revenu Québec m'en ont envoyé plein des textos, moi, depuis quelques années, Mario. Ouais. On s'entend. Tu regardes Entre guillemets, c'est jamais Revenu Québec, mais ils prétendent Quand tu l'être. regardes l'adresse d'origine, c'est toutes sortes de scrap, mais ils prétendent l'aide. Mais là, imagine si Revenu Québec dit que dorénavant, ils vont communiquer avec les gens par texto. À mon avis, tu vas multiplier le nombre de tentatives de hameçonnage. Tu sais, ça va devenir intéressant de lancer des hameçonnages auprès de la clientèle. Fait que, c'est là qu'il va falloir vraiment avoir des mécanismes béton, là. Le Monde. Ce matin, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a fait un discours à la nation, là, comme il en fait là, de manière périodique, encore une fois pour revenir bien évidemment sur le conflit qui se passe en Ukraine. Et là, a parlé de menaces réelles de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit ukrainien, bien évidemment des réponses qui venaient en réponse, je vais le dire comme ça, à ce que dit Emmanuel Macron, le président français, plus tôt cette semaine, là, qui avait secoué les colonnes du Temple en parlant d'envoyer des troupes éventuellement en Ukraine, sur le terrain, des troupes de l'OTAN, on l'entend bien dans ce cas-ci. Et là, le mot en haine, comme l'a dit M. Trump, c'est le mot nucléaire qui a été brandi encore une fois par Vladimir Poutine. Mais c'est toujours inquiétant. Oui, c'est toujours inquiétant, mais sincèrement, il l'a fait depuis le début de cette guerre-là, depuis qu'il a envahi l'Ukraine. Il l'a fait à chaque fois que l'Occident a menacé d'envoyer des avions, d'envoyer des tanks. À chaque fois qu'il a été question d'un engagement plus ferme et plus fort des pays de l'OTAN pour aider l'Ukraine, il a fait cette menace-là. Oui. Mais là, cette semaine, Emmanuel Macron a tenu les propos qu'il a tenus, puis Poutine a répété sa menace. Pour moi, c'est rien de plus, rien de moins. Oui, on revient encore sur la même vieille histoire, Mario, Exact. à voir si ça va continuer à escalader.